Michel. Bonjour, François. Bon rendez-vous dominical du 3 novembre 2024. 3024? Oui, non, mais là, donne-nous une chance, on ne sera pas à 50 épisodes en 3024. Je ne sais pas à quel épisode on sera rendu, Je sais mais pas. on sera rendu, en tout cas, dans des milliers d'épisodes si notre organisme, notre corps nous permet de se rendre jusqu'à ce point-là. Oh my goodness. Hey, on arbore un beau petit look. On a décidé, et moi j'ai décidé de porter, écoute, mon Stetson Fedora Playboy. OK? C'est pourquoi? Ben, c'est parce que on l'a dit, on l'a nommé, on est des résistants dans ce lieu qui est en prédormance, Est-ce en que vous voyez la pré-hibernation. Puis là, on se sent un peu comme dans un bar clandestin à l'époque de la Prohibition. Puis, écoute, c'est drôle parce que j'ai l'impression, ben, tu sais, je arborais le look de Oh, Winifred, comment tu vas, m'appelle Michel? Mais là, j'ai décidé de plutôt troquer ce rôle pour celui d'Al Capone. Ah oui. Ben oui, à l'époque de la Prohibition. Écoute, on dirait qu'on est dans un after hour. OK? En tout cas, on est dans un after saison, ça c'est certain. Puis on a le look, notre merveilleux bar ici du village des Écluses qui est derrière nous. Puis Il est vraiment on s'est dit, et d'un, ça nous tentait de. Ben là, toi, tu as un look extraordinaire. Mais là, c'est pas parce que toi, je t'es suis Charleston. Mais regardez ma petite robe. Oui, la paillette. La Écoute, paillette. on niaise pas avec ça. Là. T'es pas Lise Paillette, mais t'es en paillette. J'aime bien la petite plume, Oui, les la petite- perles. J'aime vraiment ça. Hey, En on fait, va y prendre c'est, goût. On va y prendre goût d'incarner des rôles. Je m'en rends compte qu'on est théâtral tous les deux. Puis on aime ça. Mais Ben, c'est un style que j'aime beaucoup, puis je l'ai répété très, très, très souvent. J'aime beaucoup la... bravo, Michel, pour ton look. Bravo. Merci. En fait, merci à toi, parce que c'est toi qui m'as donné les accessoires il y a plusieurs mois. Mais non, je le mentionne souvent, j'aime beaucoup la Maison du Jazz. Oui. Le principe, en tout cas celui à Laval, Dôme, je n'ai pas ben été oui. à celui à Montréal, mais le C'est une principe, institution. le principe est vraiment ça, de faire comme les bars clandestins. Donc, c'est vraiment dans le sous-sol. Les serveuses sont habillées comme ça. C'est très, très Charleston. J'adore. Ben, je lisais un peu là-dessus. Je lisais un peu là-dessus ce matin parce que Al Capone, comme gangster, a été un des premiers qui a attiré l'attention de façon positive auprès des tabloïds. Donc, oui, évidemment, on n'est pas en train de juger aujourd'hui à savoir si le côté bon ou mauvais de la chose d'être dans le crime et puis d'être dans un secteur illicite, là n'est pas la question. Mais paraît-il qu'il était très charismatique. Puis c'était la première fois qu'on avait un gangster qui attirait l'attention par son charisme, ou en tout cas par ce qu'il dégageait. Puis écoute, la prohibition, quand on se met à y penser, là, c'est de 1920 à 1933. Puis écoute, il faisait 13 ans. Donc, et les gens trouvaient une façon, évidemment, de se réunir dans des lieux, mettons, cachés, caverneux. Écoute, on peut voir C'est vraiment le feeling qu'on a ici. Oui, on a réellement, puis c'est parce que ce qui est particulier lorsqu'on regardait l'épisode de vendredi, irrévérencieux, irrévérencieux, irrévérencieux. Ben, écoute, on s'est dit, on va jouer le rôle, ben c'est ça, de gangster qui s'incruste dans un after hour. Ouais, c'est ça, dans un Gangster des Écluses. My God, mais dans un bar clandestin. Puis c'est drôle parce que pour avoir étudié à l'Université de Montréal, à la Polytechnique, pour ne pas la nommer, ben d'ailleurs, il aurait fallu que je fasse des recherches. Vous pourrez nous le dire en commentaire, mais le bar où on se tenait à l'Université de Montréal s'appelait le Clandestin. Donc, oui, donc j'imagine que c'est encore là. Il y a le Café Campus aussi qui était... mais écoute, là, c'est sûr, on parle de plusieurs dizaines d'années. Derrière moi maintenant, mais... je suis en train de trahir mon âge. Mais écoute, le clandestin, toi. Mais c'est ça, aujourd'hui, parce qu'on est solennel un peu en quelque sorte, on abordera le thème de ce qu'on veut présenter aujourd'hui. Mais tu sais, il y avait l'élégance. Moi, c'est drôle, je pensais dans la voiture tantôt, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais souvent, puis j'ai vu passer des publications à un moment donné où la jeune génération ou la plus jeune génération figure pas à quel point, quand on pense au Charleston, par exemple, nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, ils étaient funky. Je veux dire, c'était et dans l'expression, dans la danse, oui, il y avait toute une retenue. Il y avait
une mainmise, en tout cas de la société, puis de la religion, puis blablabla, mais il y avait quand même les adolescents de l'époque. Quand on a juste à regarder quand on pense à Footloose, quand on pense à, bon, là, c'est beaucoup plus tard Footloose, mais quand on voit, moi, ce qui me touche, c'est de voir l'élégance. Puis lorsque on regardait par rapport, je lisais un peu par rapport à l'histoire de Stetson, qui ont fait fureur avec ce chapeau-là, Fedora. Écoute, c'est ces accessoires-là qui auront permis de faire adopter certains types de modes, certains types de costards, de complets, qui étaient peut-être plus européens, plus mettons, de l'Amérique du Sud, etc. On pousse un peu plus l'audace, mais écoute, tu regardais les gens à l'époque, ils s'habillaient chic. Là. Quand on dit on met nos plus beaux habits du dimanche, puis on s'habille sur notre 36, écoute, on sortait pas si on n'avait pas notre cravate à l'époque, si on n'avait pas notre beau... Les gens étaient fiers. Oui, mais je me rappelle, moi, j'ai travaillé dans une résidence pour personnes âgées il y a très longtemps à San Francisco. Et puis, je me rappelle, les dames, mais une en particulier, elle était toujours, je pense qu'elle avait 89 ans, quelque chose comme ça, mais à tous les matins, elle était prête, complètement habillée, mais en belle robe rose, ses perles, elle avait toujours ses perles, ses bijoux, ses cheveux étaient faits. Puis, tu sais, elle était en résidence, Tellement c'était pas coquette. une belle Ben résidence, oui. là, vraiment pas, je vous le dis tout de suite, là. Mais, tu sais, c'était important pour elle de... Tu sais, pas de façon, comment dire, superficielle, là. Non, C'était non. vraiment... Non, 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 moi, je me par présente fierté. bien. Oui, c'était Exactement. tellement beau. Cette dame-là, je l'ai tellement aimée, là. Maman disait, c'est très drôle parce que lorsqu'elle va regarder, Lillian, c'était ça son nom. quand elle va regarder l'épisode, maman me raconte tout le temps, elle dit, lorsque j'ai commencé à fréquenter ton père, il n'y aurait jamais été question qu'il vienne à la maison en jeans. Elle, pour elle, Wow. puis mon père était fier de ses vêtements, puis il s'habillait toujours complet, avec cravate, puis à quelque part, c'est vrai que ça s'est perdu l'éthique ou l'étiquette. C'est différent. C'est différent. C'est différent, mais en même temps, c'est intéressant d'arriver, bien le fait qu'on adopte le confort. Ben, c'est agréable de s'habiller pour l'occasion, de s'habiller de façon appropriée pour l'événement où on va. Puis souvent, Oui, c'est sûr. ben moi, j'ai beaucoup d'événements prestigieux, puis souvent, c'est ça, c'est de voir à quel point les gens vont pousser, vont prendre le temps de choisir leur robe, puis etc. Puis, tu sais, c'est une joie aussi de même de te préparer avant de ton événement, puis de sélectionner tes accessoires, justement, de trouver ton beau collier, puis là, ben, le cas du chapeau, moi, j'ai une tête à chapeau, j'adore les chapeaux. Puis il faut que je dise une petite mention spéciale, ce magnifique Fedora-là, j'ai vu passer... dans la région, sur Marketplace, pour ne pas le nommer, il y avait avec quelqu'un qui s'en départissait parce que ce que j'ai compris par la suite, c'est que ça appartenait à son père, le client qui le vendait, mais moi, j'ai rencontré le petit-fils, puis il me disait, écoute, pour grand-papa qui a fait le tour du monde parce que sa conjointe était Médecins sans frontières, puis il dit, grand-papa, il collectionnait les chapeaux, puis il s'est procuré des chapeaux d'un peu partout à travers le monde. Malheureusement, il était trop petit pour nous, pour qu'on puisse le porter. Mais il y en avait tellement une collection qu'on aura quand même réussi à trouver un certain nombre de chapeaux qui pouvaient nous faire, qui est approprié pour notre taille. Mais moi, je lui ai dit, écoute, ça me touche de savoir que ce chapeau-là appartenait à quelqu'un qui avait une passion pour les collectionner et en prendre soin. Puis écoute, tu le sais, hein, quand il est comme neuf, ce chapeau-là, Oh, il a oui, probablement été porté. Il était dans la boîte. Oui, puis moi, je le conserve fièrement dans la boîte. Puis je te disais, je vais trouver l'occasion parfaite pour le porter. Puis je pense qu'aujourd'hui, ben écoute, autant j'étais fier de porter, d'oser, comment je pourrais dire, personnifier le rôle de Winifred. Écoute, aujourd'hui, je suis d'autant plus fier de jouer pour l'instant, pour un court moment. Frank Capone. À Al Capone. Al Capone. Hey, my God, beau week-end. Placé, elle, hein? Oui, oui. Avant d'aller dans le vif du sujet, Michel, plein de beaux partages, plein de belles rencontres. Ben écoute, on pourra rappeler toute la petite poutine régulière. On est week-end de la disque. Pour nous, amateurs de musique que nous sommes, écoute, on a une pensée spéciale pour justement tous les nommés, tous les récipiendaires dans les différentes catégories,
là, ben, c'est ce soir, c'est la grande émission à Radio-Canada qui va justement honorer les grands artisans de l'industrie musicale du Québec. Je pense que c'est important qu'on prenne un moment parce qu'on écoute à l'international, on aime beaucoup écouter tout ce qui est américain ou bon, européen, etc., mais de prendre le moment de saluer nos artistes ici québécois qui... on a des bons artistes. On a vraiment, puis on en faisait référence justement au niveau de la relève. On a des gens qui, on n'a pas à blâmir puis avoir honte de qu'est-ce qu'on produit ici. Puis, écoute, ça va m'amener à parler d'un grand animateur aussi. Je me donne... mais en tout cas, on souligne donc la disque ce soir. Je pense à partir de 20 heures, les gens pourront à Radio-Canada pouvoir suivre en direct justement les résultats ou en tout cas les différentes catégories. Puis c'est toujours c'est toujours une belle émission de variété parce qu'il y a toujours de belles prestations, belles prestations qui sont hyper variées. Puis écoute, pour la première occasion, changement d'animateur, ça faisait longtemps que c'était Louis-José Hood. Okay. Oui, puis là, ce soir, nouvel animateur. Mea culpa, j'ai oublié malheureusement son nom, mais je pense que ça promet d'être une belle émission pour nous, amateurs de musique que nous sommes. Je prends un moment, Michel, parce que je faisais référence à, pour moi, une référence dans tout ce qui est animation radio, télé, qui aurait été une belle influence pour moi, que j'aurais suivi autant à C'est quoi, à Chaume, qu'à Musique Plus, Musimax. On faisait référence à Claude Rajotte, qui a commencé qui a fait son premier épisode de la chaîne musicale aujourd'hui. Chapeau, c'est incroyable. Chapeau à Claude Rajotte. Écoute, là, il a ouvert, il a mis la table, il a parlé de son enfance, de ses influences. Il est allé jusqu'à 1973. Il nous raconte en quelque sorte son enfance, qui l'a amené à développer son amour pour la musique. Il le prétend. Il dit, je suis encore plus un amateur de découverte de tout ce qui est instrumental, peut-être un peu plus même qu'au niveau de la chanson. Mais écoute, j'ai appris dans la journée hier que ça coïncidait avec le lancement de sa biographie. My goodness, on a couru aller la chercher. Je me promets pour notre prochain vendredi irrévérencieux, de passer à travers ce livre. C'est incroyable. J'ai entendu, il a fait les oreilles de Rajotte. Je pense les oreilles de Rajotte, je vais te le dire exactement comment ça se nomme. Mais écoute, il faisait référence justement à ces grandes découvertes et coups de cœur qu'il y aura eu à travers... c'est ça, c'est les oreilles de Rajotte, 1001 anecdotes d'un mélomane aguerri. Puis, écoute, moi, je me suis rendu compte que, dans le fond, il y avait cette autobiographie-là qui avait été écrite, préface d'ailleurs par une grande animatrice de Ici Musique, justement. Écoute, il était passé au micro d'Émilie Perrault, mercredi le 30, puis à l'émission « Il restera toujours la culture ». Écoute, puis il lui a donné une entrevue, ou en tout cas, il a participé avec elle, un beau 24 minutes qu'on peut retrouver sur audio. Donc, justement, en différé. Et il fait référence à des anecdotes. Mon Dieu, ça m'a donné le goût. Il fallait absolument... Je savais qu'il était audacieux. Je savais que c'est un personnage en soi, Claude Rajotte. Mais il raconte en quelque sorte... écoute, il raconte un peu son parcours d'animateur éclectique qu'il était. Puis, écoute, c'est-tu quoi? Ce qui m'a vraiment impressionné, parce que tout est dans tout. Il fait référence d'une de ses premiers mix. Puis, OK, rappelons-nous, lorsqu'on était dans les années 80, aujourd'hui, tout est numérisé, tout est numérique. Mais à ce moment-là, ça se faisait à la table tournante. Lui, il a eu l'audace de mixer du Raoul Duguay, OK? Ça tourne « Allô tout le monde », qui a mixé avec une valse de Strauss, OK? Du classique, puis du classique vraiment. Lui, il aime faire des mash-ups, donc il avait mis ça aussi avec « Now I'm Here » de Queen. Puis écoute, ça se tient. C'était cool. Ça se tient. Bon. Oui. Ça se tient solide. Ça se tient. Puis il faut que tu sois un mélomane pour comprendre... que ça pouvait se faire, mais que ça se fait. Ben oui, puis là, contrairement à ce que René pourrait dire, là, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Écoute, moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression de faire exactement l'inverse de ce que lui a fait.
Nous, on s'est comme encabané loin du monde, mais lui, il a comme jeté le monde dehors de son studio, là. Oui, ben écoute, parce que lui, ce qu'il décidait, parce que souvent, il y avait réprimande, ou en tout cas, la direction, le directeur des programmes ou la haute direction pouvait arriver cogner dans la porte du studio. Il faut s'imaginer un peu, pour celles et ceux qui ont déjà vu un peu ce que ça représente quand tu es un studio, quand tu es en onde. Bon, évidemment, tu es comme dans un aquarium, donc évidemment, avec le meilleur, pour avoir le meilleur acoustique possible. Puis, ben là, tu as ton technicien de son qui est l'autre côté de la vitrine. Puis, dans son cas à lui, il avait pris l'habitude de barrer sa porte. Parce que, puis là, ce qu'il faisait, c'est que dans le studio, il racontait au 211 Gordon à Verdun, pour ceux et celles qui. Bon, ben, il y avait CKVL à l'époque, il y avait C'est quoi qui étaient dans les mêmes bureaux. Maintenant, bon, c'est rendu des appartenances de grands joueurs et de grandes acquisitions, si on veut. Mais à l'époque, c'était des radios indépendantes ou des petits regroupements. Puis écoute, lui, il prenait tous les spots, l'éclairage qu'il pouvait avoir sur les rails, puis il mettait tout ça en direction de la fenêtre qui donnait justement pour l'accès au studio, pour éblouir, pour que la personne de l'extérieur puisse pas voir à l'intérieur. Puis là, il disait à son patron, écoute, moi, je suis en pleine émission, j'ai pas le temps de te parler, on se parlera tout à l'heure. Faut que t'aies... Puis lui, il se disait, Rajot, ben c'est pas d'hier qui a pas froid aux yeux, en quelque sorte, puis qui croit à ses convictions. C'est que, ben lui, ceux et celles à qui il aura à rendre des comptes, ben c'est ses auditeurs. Puis écoute, il était numéro 1 dans le mid-morning qu'on appelle, donc de 9h à midi ou 1h à l'époque. Puis écoute, après ça, il a transféré au retour à la maison. Puis écoute, il était numéro 1, c'est quoi à l'époque? Puis écoute, même, il racontait que lorsque lui s'est fait éjecter, on pourra apprendre tout ça dans la... Mais j'ai très hâte de découvrir, mais lorsqu'il s'est dirigé vers Chaume par la suite, où là, il y avait un peu plus de liberté au niveau de la sélection de sa programmation, etc. Parce qu'aujourd'hui, bon, tout est programmé avec un horaire vraiment, vraiment précis, etc. Mais ce qu'il racontait, c'est qu'à Chaume, tu avais la liberté, chacun des animateurs avait la liberté de bâtir sa propre programmation. Et lui, c'est ce qui le motivait davantage. Puis il dit que son émission Metal Live, je crois, ou Metal, je me souviens plus trop, les vendredis à 23h, sur les quarts d'heure, écoute, il allait taper le contenu de spectateurs d'un stade olympique. Là. Donc, il allait chercher du 70 000, 80 000 aux 15 minutes sur une émission qui est en début de nuit, là, à 11h, 23h, 23h30. Écoute, il y a des gens qui... Écoute, il se trouvait à jouer autant du métal qu'après ça, il venait rentrer une toune de classique là-dedans. Puis les gens ont appris à le connaître par sa diversité puis son audace. Mais après ça, ben, on le connaît après ça avec tout ce qu'il aura fait au cimetière des CD. Puis écoute, il y aura, on le disait, mais moi, j'ai hâte de passer véritablement à travers ce... Puis moi, j'ai un coup de cœur immense. Je te disais tantôt, j'aime la chaîne... musicale de Ici Musique 100.7 FM, mais écoute, on se rend compte, un animateur de métier, ça fait toute une différence. Là. Puis il est théâtral déjà en partant, puis il sait bien raconter ces choses. Mais voix, en tout cas. Oui, on le sait, Claude Rajot, il a 42 ans d'expérience derrière la cravate à la radio. Donc, mais mon Dieu, moi, je vous invite à réécouter le premier épisode. Puis ça met très, très bien la table, puis il va parler davantage de tout ce qu'il aura fait au fil du temps, puis l'évolution de la radio, puis l'évolution de ce qu'il a fait, le plaisir qu'il s'est donné. Puis juste une parenthèse, il racontait, comment est-ce que c'est venu l'idée du cimetière des CD? Non. Ben écoute, ils se sont ramassés qu'à l'époque, écoute, Musique Plus est en plein essor, puis... il recevait les albums CD à l'époque, comme on le disait, tout était sous forme de CD, etc. Puis, il recevait en quantité exorbitante. Donc, lorsqu'il se mettait à déballer les différents trucs, il était en réunion, puis il y avait Pierre Marchand à l'époque, qui était le directeur de la programmation de Musique Plus. Pour ceux et celles qui en ont déjà entendu parler, c'est certain, Pierre Marchand est un des grands de la télé musicale au Québec. Écoute, à un moment donné, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il déballait rapidement un CD, puis il a revolé sur un autre animateur, probablement dans la salle de journalistes ou je ne sais trop. Puis là, c'est là que Pierre Marchand, il a eu le flash. Il dit « Hey, sais-tu quoi?
il faudrait qu'on donne, que tu, en quelque sorte, sois dans l'audace, dans tes critiques, dans tes analyses, d'avoir l'audace de dire... on donne maille à partir à un album, puis c'est là que c'est venu. Puis là, au fil du temps, il dit, écoute, on a commencé avec des instruments, puis là, à un moment donné, on a été chercher des équipements qui étaient de plus en plus, mettons, hardcore, des pelles mécaniques, puis là, il était rendu, si l'émission s'était poursuivie, il est en train de faire une entente avec les Forces armées canadiennes pour probablement avoir en tout cas, mais ça aurait été un stunt incroyable, incroyable. Puis ce qu'il racontait d'ailleurs aussi, qui était hyper intéressant, c'est que la seule artiste qui s'est prêtée au jeu de venir elle-même s'autocritiquer avec lui, c'est Mitsu. Okay. Donc, lorsqu'elle a sorti son album, Mitsu s'est prêtée au jeu de venir en ondes et en quelque sorte Puis elle a été bonne joueuse dans ça, puis elle a participé de façon généreuse. Oui, avouons-le. Ben oui. Hey, écoute, ben oui. Fait que là, c'est sûr que moi, j'ai du travail sur la planche cette semaine parce que je veux véritablement passer à travers cette autobiographie de Rajot. C'est hyper, hyper important. Puis, écoute, moi, ce que je trouvais vraiment particulier, c'est qu'il fait véritablement référence à Raoul Duguay. Puis on l'écoutait tantôt. Puis lorsqu'il a fait la découverte de Raoul Duguay, où justement, ses parents disaient « Ferme ta porte, Claude, ferme ta porte, puis mets tes écouteurs. » C'est sûr qu'à une certaine époque, les gens étaient obligés, pas obligés, mais habitués d'écouter du Fernand Gignac, puis écoutaient la chansonnette française, puis écoutaient du Lucien Etu, qui était un organiste populaire de l'époque, puis il parle de son coup de cœur, à quel point sa première... On est loin de l'orgue. Oui, là, on est loin de l'orgue. Puis écoute, il y a plein de petites découvertes que vous allez faire là-dedans. Mes petits hints, un de ces artistes de tous les temps québécois qui affectionne particulièrement pour son audace, c'est sans aucune surprise Robert Charlebois. Parce qu'il dit c'est le premier qui est arrivé, qui a cassé la cabane, qui aura osé présenter des textes qui n'étaient pas des traductions. On est habitué, certains artistes, interprètes populaires faisaient la traduction de succès américains. Ou bon, ça, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, avec le yéyé, puis bon, etc. Mm-hmm. Mais Charlebois qui arrive avec son audace, puis il passait, c'est ça qu'il disait, il dit la première fois qu'il a chanté avec Louise Forestier, mes parents puis mes grands-parents disaient « T'as-tu vu les pouilleux? T'as-tu vu les pouilleux? » Mais non, mais écoute, il y a rendus loin, ces pouilleux-là. Oui. Mais on parlait des monuments, mais clairement que la génération qui succède juste un peu après nos grands Vigneault, nos grands, justement, Ferland qu'on a perdu récemment. Écoute, même Ferland, là, qui est habitué d'être le petit gars swell avec bien habillé qui est arrivé puis qui a eu l'audace, lui, de pousser l'album jaune, l'album Soleil. My God, il nous a fait grincer des dents, là. Mm-hmm. Ben oui, de faire amener des pelles mécaniques, des bulldozers dans un spectacle et avec La Traverse, qui était son producteur à l'époque. My God, mais on pense qu'on a tout inventé aujourd'hui, mais ces grands-là, puis moi, ce qui m'impressionne, puis on le disait toi-même quand on écoutait tantôt l'extrait qu'il présentait de Raoul Duguay, my God, c'est parce que de façon orchestrale, moi, je sais que la conversation que j'avais eue, une des conversations que j'avais eues avec Raoul, avec M. Duguay, lorsqu'on avait pu partager autour d'une table, il me racontait justement son incursion en Europe, puis qu'il faisait une tournée, puis il dit « Je payais de ma poche. Écoute, c'était une gang, là, c'était une troupe qui suivait à l'époque. C'était la totale là, quand il faisait ses prestations. Puis écoute, 7, 8, 10 musiciens, puis ça faisait un bout qu'on était en Europe, puis là, je commençais à avoir la langue longue dans mon budget. Mais aujourd'hui, c'est sûr que de la façon de pouvoir produire la musique est quelque peu différente, est innovante aussi, mais les grands pionniers qui sont partis avec les vrais instruments qui étaient des puristes, puis d'avoir en quelque sorte les cuivres, les vrais cuivres, les cordes, etc. C'était pas rare de se retrouver à 8-10 puis faire des chansons qui duraient 12 minutes sur scène, là. C'était un autre époque. C'était très, très, très théâtral à l'époque. Aujourd'hui, on s'imagine pas, on consomme la musique, c'est l'instantanéité, on va aller on
on veut entendre une chanson, on le disait avec Mike Deschambault récemment, d'écouter un album d'un couvert à l'autre ou à l'époque, sur un long jeu, d'écouter le face A et le face B. Ben aujourd'hui, souvent, on ne se donnera plus nécessairement la peine. Puis moi, je me suis donné comme objectif depuis un certain temps de justement d'attribuer toute mon attention sur une œuvre complète parce que c'est ce que Rajot même disait. Il dit, moi, j'ai toujours préféré la phase B. Parce que dans l'ordre puis dans les séquences, souvent tu te ramasses en studio puis il te manque une toune rendue à la fin. Puis souvent, c'est la 10e ou c'est la 11e toune. Puis sans trop le savoir, ça a été démontré dans l'histoire de la musique. Ouais, c'est souvent celle-là qui perce. Puis c'est souvent celle-là que les amateurs puis les fans vont pour aucune raison. Des fois, c'est une question c'est une question de mécanique musicale. Si tu vas rejoindre, toutes les étoiles s'alignent pour que tout fonctionne. Comme tu as trouvé la recette parfaite musicalement au niveau des paroles, au niveau de la rythmique. Mais souvent, c'est vrai, comme il dit, puis on faisait référence à Chris Stapleton ou à d'autres albums, souvent tu vois une évolution, c'est un peu comme une grande pièce de théâtre qui est un cycle, puis que tu apprends à découvrir une histoire qu'on te fait raconter comme si tu lisais un livre, dans le fond, un album. C'est véritablement ça. Il y a plusieurs artistes qu'on a associés à une tourne, mais si on prend le temps d'écouter tout le reste, c'est beaucoup plus riche que juste une seule chanson. Là. Oui, des One Hit Wonder. On a eu certains groupes, mais pour la plupart des groupes qui auront perduré, il y en a des groupes qui, écoute, c'est riche, là. C'est des centaines de chansons qui auront été produites. Puis des fois, on s'accroche aux 5-6 plus populaires. Qui jouent à la radio. Oui, qui sont en rotation, parce qu'aujourd'hui, on ne se le cachera pas, la radio commerciale, dans le quart d'heure ou dans la boucle, jusqu'à temps que la chanson en rotation ait sa durée de vie qui soit terminée, ben là, ils vont te la faire rouler, puis rouler, puis rouler, puis rouler, jusqu'à l'écœurant titre, en quelque sorte. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est sûr que quand tu as des animateurs audacieux de la trempe de Rajot qui, eux, ont voulu être des anticonformistes, puis amener une approche qui était très différente, c'est toujours intéressant. Moi, je suis toujours charmé par ceux et celles qui sortent des rangs, en quelque sorte, quel que soit leur art distinct ou respectif. Tu sais, il vient de me venir le flash, mais de M. Séguin-Poirier, qui a été dans son art, qui aura été, comment je pourrais dire, qui aura poussé son art jusqu'à son apogée. Des gens qui décident de créer contre vent et marée, même si ce n'est pas connu, mais qui vont explorer cette voie-là. Des méthodes uniques et différentes. Des méthodes uniques. Puis c'est ça la diversité, c'est ça qui est beau à entendre. Oui. Absolument. Donc, écoute, puis une belle mention spéciale hier dans mon événement. J'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui fait des balados, un peu comme nous. Ben oui. Jeff Benoît. Écoute, Jeff, super sympathique. Je l'ai reconnu. Il roule sa bosse depuis justement, confinement, etc. Il a décidé, lui, de créer sa page. On le dit, nous, on est dans l'initiative, on pousse. On est d'ailleurs, toi et moi, en train de revoir un peu l'angle de notre présentation parce qu'on se rend compte qu'on est au-delà de promouvoir ce qu'on a localement. On est des grands critiques de l'art, mais de façon positive, mais on est des artistes jusqu'au bout des doigts, toi et moi, jusqu'au bout des ongles. Puis on est très touchés justement là, par tout ce qui est nouveauté, lancement, nouveaux livres. Puis justement pour la saison peut-être un peu plus tranquille où on aura moins de promos à faire dans notre localité, c'est sûr qu'on va peut-être pousser davantage sur tout ce qui est nouveauté artistique, mais dans le sens large. Pièces de théâtre, on faisait référence à Incendie au Théâtre Jean-Duceppe, des albums qui sortent. Je vous parlerai d'ailleurs de l'album que je suis en train de découvrir, une des artistes coup de cœur de Clémence, Billie Eilish. Hit Me Hard and Softly, vraiment, vraiment incroyable comme album. Elle a une voix angélique. C'est pas de la pop gratuite, je sais pas comment le nommer, mais c'est une profondeur. Elle a vraiment une voix bien posée. Je faisais référence à
à son frère qui lui aussi a lancé récemment son frère qui est acolyte. Puis, écoute, on se rend compte qu'il y a un beau travail de création. Mais en tout cas, on aura la chance. Ça, j'ai commencé sur la route hier en plein milieu de la nuit à l'écouter sur le retour. Puis ça aussi, ça va faire partie de des choses que de mes découvertes, mais que je pourrais vous commenter aussi dans nos vendredis révérencieux. T'as froid un Je peu? vais juste me permettre de remettre mon petit manteau Ben oui, foulard, ben oui. parce que c'est frisqué ici. C'est ça, c'est humide, c'est humide. Écoute, Michel, on s'était donné comme objet. On a encore notre bouteille de Jager. Ça nous réchaufferait peut-être. Ben oui, ouais, c'est vrai. Mais on va être calme. On va plutôt s'assurer de prendre un petit cocktail, dans le fond, du dimanche, tranquille à la maison, en préparant le repas tantôt. Devant le feu de foyer. Devant le feu de foyer. Faux feu. Le faux feu de foyer. Ça fait l'affaire. Mais on avait abordé le fait qu'on voulait, toi et moi, parler d'une belle tradition, puis j'aimerais que tu me dises, là, on a terminé l'Halloween, on faisait référence novembre, le mois des morts, puis j'aimerais, tu as eu une idée super intéressante, super enthousiasmante, puis j'aimerais que tu me dises de quoi il s'agit. On parle bien de la... Oui. Parfait. Alors, au fond, on discutait un petit peu, et puis, hier, oui, on a eu l'Halloween le 31, mais la date du 2 novembre est quand même une date assez importante. C'est la fête d'une de mes amies. Je n'oublie jamais. Claude-Marie, bonne fête, en retard encore. Bien, bonne fête. Bien, je dis en retard là, mais je lui ai dit hier. Bon, c'est bon. Mais ça marque aussi la fête des morts. Donc, la fête des morts, elle est fêtée de différentes façons, mais plus précisément, on l'entend souvent le nom en espagnol, El Día de los Muertos. Oui. T'as pas un effet spécial? Là? Oui, attends. Parle dans mon micro. Il faut que tu parles dans mon micro parce que l'effet est là. El Día de los Muertos. C'est magnifique. Mais c'est spécial parce qu'on essayait de départager, François et moi, tantôt, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs fêtes à peu près en même temps. Puis là, on n'était plus trop certains qu'est-ce qui est quoi, ça vient d'où, etc. Alors, on a vraiment fait un travail pour essayer de démêler tout ça. Et, ça, je le savais déjà, c'est un peu comme plusieurs fêtes. On s'est rendu compte que ce sont des fêtes qui ont comme un peu été amalgamées pour cacher, si on veut, ou éteindre des fêtes qui étaient autrement païennes. OK. Donc, si on commence au commencement. Commençons par le début. C'est toujours la meilleure façon de faire la genèse. Excellent. Oui. Alors, commençons en ordre chronologique. Le 31 octobre, donc l'Halloween. Oui, parce que ça n'a pas toujours été trick or treat, que tu vas puis tu ramasses des sacs, des bonbons dans une tête d'oreiller. Une tête d'oreiller, on disait ça, une tête d'oreiller. Oui, on disait ça, hein, une tête d'oreiller. C'est une tête d'oreiller. Oui, ça m'a pris du temps à savoir ça. Oui, c'est ça. Ceci dit, donc, initialement, c'est une tradition qui vient, je ne veux pas me tromper, là, je me trompe tout le temps entre ces deux gens-là, une tradition qui vient de l'Écosse. Des Écossais et des Irlandais, c'est ça. Des Irlandais et des Écossais. C'est une fête qui se fêtait beaucoup là-bas, l'Halloween. Au fond, l'idée, c'était un peu de fêter le Nouvel An celtique. Okay. Donc, il y avait toutes sortes de festivités avec les citrouilles creusées et toutes sortes de choses comme ça. Et la raison pourquoi on le retrouve maintenant en Amérique, c'est que dans les années 1900 quelques, il y a eu une grande immigration au Canada de gens de l'Irlande et des gens de... Oui. Bien, Saint-Henri, entre autres, il y a des quartiers même à Montréal qui sont très, très... oui, on voit beaucoup là, la fête de la Saint-Patrick et tout ça, c'est beaucoup fêté. Absolument. Donc, quand eux, ils sont arrivés ici, c'est à peu près au même moment, ici puis aux États-Unis, c'est à peu près à ce moment-là où l'Halloween est arrivé ici en Amérique. Donc, des festivités, beaucoup pour... Ça s'est transformé avec le temps. C'était plus tellement pour fêter le Nouvel An, parce que c'est le Nouvel An celtique, c'est pas le 1er janvier, c'est autrement. Donc, les traditions ont été transformées et c'est devenu un peu une fête culturelle, si on veut. Oui. En même temps, le 1er novembre est officiellement la journée que l'on nomme la Toussaint. Dépendant où vous êtes dans le monde, parfois on va dire que c'est le 2, des fois c'est le 3, des fois c'est le 1. C'est un peu changeant, OK? Mais en général, c'est le 2, le 1er novembre, pardon. Donc, la Toussaint est la fête religieuse qui célèbre le décès des saints. C'est ça. Moi, j'ai réalisé pour la première fois aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait, où j'étais pendant toutes ces années-là, mais j'ai compris la composition du mot. Toussaint pour tout, tous les saints, tout saint. Ben oui. Donc, c'est beaucoup fêté en Europe, beaucoup en France. C'est vraiment une fête
religieuse dans laquelle on souligne les martyrs et les saints de toutes les époques là, qui ont été nommés par les papes ici et ça. Donc, on célèbre de façon plus sobre, plus, c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, religieux, très Oui, solennel. protocolaire, solennel, c'est le mot que je cherchais. Oui. Donc, c'est pas la fête, là. C'est vraiment plus solennel, mais c'est pas morbide là, comme on voit quand nous, on voit à l'Halloween. Là. C'est Non, vraiment c'est juste ça. une célébration. C'est ça ma curiosité, puis tu pourras nous le préciser tantôt parce que pour moi, il y a comme un clash immense. Je sais, puis je te demandais tantôt comment comment ça s'est fait tout d'un coup qu'on a adopté le fait qu'on aille vers le macabre à ce ça s'en point-là. vient. Ben c'est ça. Puis puis que d'une journée à l'autre, on passe du macabre avec les squelettes, puis tout ce qui est diabolique et tout ça, à passer à quelque chose qui est quasiment la sainteté. Et oui, vas-y. Alors, 31 octobre, Halloween. Oui. Une fête initialement qui était la fête Païenne, une fête j'imagine. païenne. Oui. Ben, païenne, en tout cas, celtique, païenne. Oui. Et ensuite, 1er novembre, qui est une fête chrétienne, donc vraiment la célébrité des saints. Et le 2 novembre, qui est la fête des morts. Bon, la fête OK, des morts... mais moi, je t'arrête juste un instant parce Oui. qu'avant qu'on saute une étape, j'ai appris aujourd'hui qu'originalement, c'était pas, bon, trick or treats, puis nanana, puis on cognait Je au m'en pas. viens à ça aussi. Ah, OK. Parce que tout est dans Tout est dans tout, et puis tout est au bout. C'est ça. Fait que là, le 2 novembre, c'est plutôt la fête des morts en général. Ceci dit, c'est pas en général, un peu partout dans le monde. C'est une fête, un moment où on célèbre la vie des gens qui sont décédés, l'honneur, on honore pardon, Oui. nos Célébration ancêtres. de la vie. On célèbre nos ancêtres, ce Oui. qu'ils ont apporté, on les honore. Dans certaines En communautés, souvenance. exactement, dans certaines communautés, on va faire des offrandes un peu pour protéger leur âme. On va croire qu'on doit prier pour eux. Pour pas être- qu'il y ait au purgatoire. Exactement, pour Ouais. être certain que leur âme s'est bien rendue au ciel et qu'ils sont bénis et tout ça. Et c'est encore une fête plus solennelle, je dirais. Là où on se mélange parfois, c'est pour deux choses. Numéro un, au Mexique, dans les années 1930, il venait d'avoir la révolution mexicaine en 1910, si je ne me trompe pas, et ils ont amalgamé la fête des morts et la fête de... bon, là, ça m'échappe. Excuse-moi, et une fête qui était une fête indigène locale. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un peu comme pour le Oktoberfest. OK. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a parlé d'Oktoberfest, c'était des fêtes paysannes où ils voulaient rassembler les gens et se créer une identité propre. Absolument. Bien, c'est le même principe. Ils ont Resserrer voulu- la communauté en ils quelque ont sorte. voulu resserrer la communauté mexicaine et se créer une identité propre parce que là, ils sortaient de la Révolution puis ils voulaient se donner, se faire des racines, si on veut. OK. Donc, ils ont pris la fête des morts et ils ont pris les traditions locales. Ils ont mélangé ça ensemble. Ça, ils n'ont pas fait ça en connaissance de cause, assis à une table. Ça s'est fait un peu naturellement, selon moi. Mais ils ont commencé à faire des festivités de ce qu'on appelle El Día de los Muertos, qui est une grande célébration. Au Mexique, on fête à partir du 31 octobre jusqu'au 2 novembre, un peu plus, un peu moins. Et c'est des festivités partout. On a des repas, des festins, des parades. Les gens se costument. Il y a des Ah oui, ils poussent le costume à côté, là. Beaucoup. C'est très festif parce que le principe, c'est oui, notre famille est décédée, mais si on veut honorer les morts, on veut honorer la place qu'ils ont eue dans notre vie, honorer nos ancêtres, notre famille, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir des similitudes un peu avec le carnaval de Brésil ou un peu... Je pense pas que c'est le même principe, mais au OK. niveau de la festivité, Oui, j'irais presque... Je pense pas que c'est aussi gros, mais oui, en effet. OK. C'est très gros. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez sûrement vu, on voit beaucoup à ce moment-là ce qu'on appelle les calaveras. C'est les espèces de têtes de squelettes, mais qui sont colorées, là, tu sais, qui ont des grands yeux noirs. Puis là, Ben, sont les tout gens se colorés. maquillent le visage. Exactement. La plus populaire, ça, vous l'avez vu beaucoup dans des tatous, la fille qui est déguisée Oui. comme ça, elle s'appelle la Catarina. Donc, c'est une très La populaire. Catarina. La Catarina. Donc, on en voit partout. C'est aussi un moment où les familles vont se recueillir soit sur des tombes ou soit sur Pour donner des offrandes. hôtels pour donner des offrandes à leurs ancêtres décédés pour assurer un bon passage, assurer que tout se passe bien dans l'au-delà. Et aujourd'hui, la tradition s'est développée où les gens se donnent même entre eux des cadeaux variés, des bonbons, des gâteries, Ah des oui. têtes de squelettes, mais comme toutes décorées et tout. Les couleurs sont magnifiques. C'est magnifique. C'est coloré de partout. C'est super beau. Très festif. Cette fête-là, elle est vraiment mexicaine.
On la voit dans le sud des États-Unis parce qu'évidemment, il y a beaucoup de Mexicains là. Mais en Amérique du Sud, il y a d'autres pays qui fêtent aussi. Pas de la même façon tout à fait, mais c'est aussi une fête importante parce que c'est une fête qui est chrétienne et particulièrement catholique. Il y a beaucoup, beaucoup de communautés dans l'Amérique du Sud qui sont très, très, très croyants, très pratiquants. Donc, ils vont beaucoup, beaucoup prier la Sainte Vierge, Santa Guadalupe et tout ça. Donc, pour eux, c'est important d'honorer Une leur amie mort. collègue, justement, sur mon lieu d'événement, me racontait, Clara, hier, me racontait justement qu'ils ont des traditions similaires. Oui, elle n'est pas mexicaine, elle était déjà... Colombienne. Colombienne, effectivement. Oui. Puis elle me disait à quel point, puis elle nous a fait suivre des belles publications par rapport, justement, puis c'est pratiquement des prières. C'est quasiment pas une liturgie parce que c'est pas par rapport à la religion ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une réflexion. C'est vraiment une réflexion méditative, puis une intention d'accompagnement pour ceux et celles qui nous ont précédés puis qui nous ont qui nous ont légué en héritage des valeurs, des traditions. C'est beau. Moi, je trouve ça magnifique de voir. C'est sûr que si vous nous écoutez, vous avez peut-être en tête le film Coco, qui a été fait par Disney, un mélange de Pixar Disney, qui ont monté ça il y a, c'est quoi, 2007, tu disais? 2017. Oui, c'est un succès. Magnifique. Là, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais en gros, justement, il y a un petit personnage qui veut jouer de la musique et sa famille, la musique est bannie. Tu serais tellement malheureux dans cette famille. La musique a été bannie pendant plusieurs générations. Je serais un résistant, un rebelle. C'est l'histoire de ce petit garçon dans le film. Lui, il veut jouer de la guitare. Et bon, c'est toute son histoire, mais ça se passe aussi... il y a la festivité de Dia de los Muertos là-dedans, et puis on voit la relation entre les différentes générations qui sont décédées. Donc, c'est vraiment très, très beau. Si vous n'avez pas vu le film, c'est touchant. Et puis, je pense que ça porte bien le sentiment qui est voulu pour cette fête-là. Si tu me permets de faire une petite parenthèse, c'est drôle que tu dises ça, justement, lorsqu'on retient ou qu'on proscrit, en quelque sorte, que les autorités proscrivent à sa population de pouvoir s'exprimer par l'art et la musique. Puis la volonté est toujours plus grande que cette restriction-là, en quelque sorte. Dans certains pays africains, justement, à un moment donné, une certaine époque, on leur a refusé de fabriquer, en quelque sorte, des percussions à base de bois. Puis ils se sont dit, ah ouais, ben c'est pas grave. Nous, on a, comme au Congo, je crois, si je ne m'abuse, ils ont commencé à utiliser des 45 gallons, de faire des percussions avec ça. OK? Ce qu'on entend aussi, les tanks, je pense que c'est les tank drums là, qu'on entend. Mais c'était pas en Jamaïque, ça? Je sais pas, je pourrais Oui, mais en tout cas, mais là, on pourra, là, je me lance je pourrais vous revenir vendredi là-dessus, mais c'est la population qui veut s'exprimer, c'est la libération de l'âme, du cœur et de l'esprit de pouvoir s'exprimer et de communier avec sa communauté, justement, par l'art. C'est la plus belle façon de s'exprimer, pas juste par la parole, mais par tout ce que tu vas créer avec la musique, etc. Puis les populations trouvent tout le temps, à travers l'âge, à travers des éons, réussissent à trouver une façon de s'exprimer coûte que coûte, anyway. Oui, puis tu me fais penser, là, je le mentionne, c'est une grande fête, c'est hyper accepté au Mexique, là, c'est plus qu'accepté, tout le monde le fait, mais l'Église catholique a eu son mot là-dedans, puis ils n'étaient pas contents, et ils sont toujours pas contents, parce que, veut pas, c'est une célébration des esprits des morts, de nanana, puis c'est pas super bien vu par l'Église organisée, le pape. C'est ça. Bon, ceci dit. Oui, mais de toute façon, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on fait référence à différents sujets, puis on n'aurait pas nécessairement là, parce qu'on n'est pas... toi, tu as une formation en la matière. Attention, ce que tu dis. Toi, tu as une formation, tu es une maîtrisée dans le domaine. Je suis maître. Tu es maître dans ce domaine, mais... écoute, plusieurs des sujets qu'on aura nommés, cette résistance-là qui est établie de ne pas parler de tel, au niveau des connaissances, au niveau de... Je sais que là, c'est souvent, ce frein-là aura été mis malheureusement par la religion, très, très souvent. C'est ce qui aura été restrictif auprès, dans le développement de plusieurs populations dans l'histoire. Hein? Oui, puis tu l'as nommé tantôt, c'est ça qui a nourri aussi la culture, les arts, le dessin,
la musique, etc., parce qu'on a besoin de l'exprimer. Puis souvent, ça a été fait par en dessous. On parlait l'autre jour, quand on parlait des cartes de tarot. Absolument. À un moment donné, c'était proscrit, on ne pouvait pas faire ça. Donc, on fait sous les cartes, sous forme de cartes de jeu, les cartes auxquelles on joue. Puis tu sais quoi, quand moi, j'étais petite, à un moment donné, il y a eu une période où c'était très, très, très mal vu, les cartes. Puis je ne savais pas pourquoi. C'est aujourd'hui, je le comprends, parce que les cartes avaient encore cette espèce de connotation. La couleur et les choses des cartes faisaient, c'est étant devin, un rappel, ben oui. Tout à fait. Et là, je reviens à ta question du début, parce qu'on a appris cette semaine, c'était vraiment intéressant, la source de pourquoi les enfants frappent aux portes pour avoir des bonbons. Bon, il y a plein de différentes sources à travers le temps, mais originellement, loin, les gens, en fait, la tradition a commencé quand des gens qui étaient soit sans-abri ou des gens qui étaient pauvres, à l'époque de la fête des morts, justement, se rendaient aux portes des gens et ils cognaient à la porte. En échange de denrées, de nourriture, de quoi que ce soit, ils proposaient aux villageois de prier pour leur maison, pour protéger leur maison contre les esprits. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens croyaient que le voile, si on veut, entre le monde des morts et le monde des vivants, était le plus mince à l'époque de la fête des morts. Donc, à l'époque, on appelait ça la Sayan, je pense. J'ai de la misère à le prononcer, en tout cas. C'était une fête, encore là, une fête païenne. Donc, à ce moment-là, il y avait plus de chances que ces esprits-là entrent dans ta maison, hantent les gens ou, causent des problèmes aux familles. Donc, voilà, les gens se promettaient à leur porte, si vous me donnez de la nourriture, en échange, je vous offre des prières pour protéger votre maison. Et avec le temps, ça s'est modifié, là. Il y a un grand gap entre les deux, mais avec le temps, ça s'est modifié. Les enfants ont commencé à demander des bonbons. Et puis, aujourd'hui, on se costume. Puis, Mais c'est juste ce qui vient de me venir comme flash. Puis j'aurais... Tu sais, quand on dit que tout est dans tout, puis au niveau de l'équilibre, puis quand tu dis que au niveau de ce qui est la vie et la mort, etc., qu'il y avait un point où la distance était la plus mince. Oui, mais c'est drôle que ça coïncide à peu près, cette célébration-là, à peu près en même période d'équinoxe, où justement, on a l'équilibre des saisons, où là, on a l'impression que toute la saison qui était des récoltes où c'était, puis là, on tombe en période de dormance. On fait souvent référence à notre dormance ici au village, puis notre activité. Mais en quelque sorte, c'est drôle, tout se rejoint sur la fin de l'été, au début d'automne, transition vers le début de l'hiver. Toutes les fêtes qui étaient indigènes, tu sais, je nomme souvent païennes, là, mais on utilise ce mot-là de façon un peu péjorative, mais pas du tout. Là, c'est des fêtes paysannes, des fêtes... Et tout suivait le cycle de la vie. Donc Exactement. oui, c'était voulu que ce soit là, à ce moment-là, parce que la nature meurt, les oiseaux migrent, les ours s'en vont en hibernation. Donc, on devait noter ce cycle-là. Donc, dans la logique des choses, bien, les esprits aussi devaient, eux, aller se reposer. Donc, c'est vraiment une logique qui a été poursuivie. Et encore là, les différentes structures religieuses, les différents gens politiques, que ce soit des rois ou tout ça, pour pouvoir garder un certain contrôle. Là, je ne dis pas ça encore de façon péjorative, mais pour pouvoir mieux gérer leur population, ben, s'arrangeait pour mettre ça de façon acceptable, si l'on veut. Oui, à leurs yeux, bien sûr. Oui, c'est ça. Ils établissaient certaines règles pour justement être en mesure de pouvoir d'assurer oui, absolument. De dicter certaines règles, puis certaines... Oui. Donc, c'est sûr que là, on peut aller rentrer tout un esprit critique dans tout ça, mais l'historique est là. Puis encore là, dans nos sociétés plus modernes, on a une distance entre nous et la nature. Mais dans ce temps-là, la distance, elle n'était pas là. En tout cas, pas de la même façon. Donc, non, mais aujourd'hui, on est dans la modernité technologique, dans l'instantanéité, dans tout ce qui est l'effervescence. On a des moyens, on dit souvent, la communication, on a de plus en plus de moyens de communiquer, puis on sait de moins en moins comment communiquer. Il y a de plus en plus d'espace entre les gens. Oui, absolument. Puis on faisait référence au courriel. Y a-t-il quelque chose d'aberrant là-dedans, quelque part que... Recevoir un courriel, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tellement développé au niveau de certains outils qu'on s'empêtre dans tout ce volume, dans cette masse-là d'informations qu'on se transige, qu'on s'envoie, qu'on se fait suivre, mais la vraie façon de communiquer en vérité, on dirait que si on l'a oublié... Combien de gens, moi la première,
ont de la difficulté à prendre le téléphone puis appeler. Oui. On dira, je vais y envoyer un texto ou je vais y envoyer un courriel. Ben, appelle. Ça Ben va moi, plus vite. c'est Toi, drôle. t'es bon. Toi, tu le fais. Ouais, ben moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prioriser. Des fois, pour pas déranger, je vais y aller avec un message vocal. Donc, Ah ouais. j'aime beaucoup aller, soit envoyer un message vocal par texto ou par Messenger. Puis, ben moi, je trouve que c'est plus humain. Puis, la personne peut entendre ta voix, parce que moi, parce que c'est l'échange, même si des fois, au niveau de la disponibilité, il te passe par la tête d'envoyer un messenger vocal à une certaine heure de la journée. Tu n'oses pas déranger parce que tu sais que ça peut être l'heure du repas ou Ouais. bon, etc. Ou que ça peut être un peu trop tard dans la soirée, etc. Mais tu dis, ben, la personne qui va entendre ton message, et d'un, c'est toujours plus facile à comprendre parce que, tu sais, l'écrit, les Ouais, textos, ouais, c'est-tu c'est pas matière évident, à ouais. interprétation, rien qu'un brin? Ben, plus qu'un brin, même. C'est tough, les textos. Je pensais que tu allais dire petit brin. Comme dans Oui, le petit passe-partout. brin, oui, petit brin, comme dans Passe-Partout. Mais écoute, vas-y. Ben, vas-y avant, mais je veux surtout pas oublier de nommer. On parle souvent de coup de cœur. Donc, Oui. veux-tu me poser la question avant, puis j'irai à mon coup de cœur après? OK. Mais là, je ne suis pas sûr. J'aimerais que tu me pousses davantage le côté pourquoi qu'on pousse maintenant le côté morbide et laid, si je peux nommer ça comme ça, pour l'Halloween. Pourquoi? Mais encore là, c'est un. Tu sais, les choses se modifient. Ah, tu as déjà joué au. Comment ça s'appelle ton. Au Ouija? téléphone. Ah, quel jeu du Au téléphone? Ouija! Là, je savais pas où tu t'en allais. Oui, là. non, j'avoue, je comprends. Oui, Parce que Ouija. tu tournais en rond. Fait que j'ai dit, ça se peut, que ça soit ça. Non, au jeu du téléphone. Quand Oui. quelqu'un commence une phrase, puis là, à la fin, là, c'est plus pantoute la même affaire. Fait que c'est un peu la même chose qui se passe à travers le temps. Les fêtes, les trucs se modifient d'année en année. OK. J'ai pas le détail exact, mais ça part un peu de, justement, la tradition irlandaise, écossaise, là, lorsqu'ils faisaient les petites citrouilles. Ces petites citrouilles-là étaient justement faites pour, ou des navets aussi à l'époque, parce qu'il y a eu la guerre, puis il n'y avait plus de citrouilles, en tout cas, longue histoire. Ils mettaient ça pour éloigner les mauvais esprits. OK. Donc, de fil en aiguille, c'est venu à devenir un peu plus ludique, mais c'est encore le principe que Le c'est... mauvais sort, la patte. Et la patte de poule. Et la patte de poule! Et la patte de poule. Mais comme on disait tantôt, on ne l'a pas nommé, je pense, mais maintenant, aujourd'hui, les enfants en anglais, en tout cas, vont dire trick or treat. Oui. Fait que si on revient à l'idée que les gens allaient à la porte pour demander, ben si tu me donnes quelque chose, give me a treat, Oui. puis je vais t'empêcher d'avoir un mauvais tour. Oui. Dans le sens que je vais prier mauvais pour sort. toi, un mauvais Oui. sort, je vais prier pour toi pour pas qu'il y ait un mauvais sort. Oui. Donc, avec le temps, je pense que ça s'est développé tout simplement. Et le fait que c'était la fête des morts plus païenne, si on veut, était vraiment très, très traditionnellement basée sur la mort, les mauvais esprits, les sorcières, les trucs comme ça. Donc, j'imagine que c'est un peu... Il va falloir faire plus de recherches, mais c'est vraiment en lien avec tout ça, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses, là, je m'en vais dans une grande question philosophique. Et c'est aussi commercial, c'est là que tu t'en Non, allais? est-ce que tu OK. penses que, est-ce que tu C'est penses aussi que, commercial. est-ce que tu penses que les gens ont encore beaucoup peur de la mort? Ben, je pense que c'est, comment dire, ça dépend. Je pense que Je pense que les gens, c'est différent d'une personne à l'autre. Je pense que oui, je pense que les gens ont encore beaucoup cette crainte-là. C'est un peu normal. Je pense que les gens ont plus peur de penses-tu que les souffrir gens que de vont, mourir. ouais, penses-tu que les gens voient encore la mort comme une finalité ou qui ont compris qui, Mais moi, je dans pense que l'espérance, c'est- puis regardez, dans l'espérance et la foi. Oui, c'est tellement varié. Ouais. Comme, on a, nous, notre culture québécoise, il y a la culture plus canadienne, la culture américaine, nord-américaine. Je veux dire, c'est tellement différent. Oui. Je ne pourrais pas donner la même réponse par rapport à quelqu'un, par exemple, qui pratique le bouddhisme ou quelqu'un qui est hindou ou quelqu'un Oui. De un, ça dépend de la croyance. Si on regarde ici, je vais rester dans notre communauté plus traditionnellement québécoise. Ben, tu sais, les gens ont beaucoup délesté l'Église. Par contre, ils ont beaucoup quand même un principe de la foi. Moi, je travaille comme intervenante spécialisée en deuil et je te dirais que la majorité des parents avec qui je travaille vont me dire que, ben, je dis pas à mon... Ils vont me dire que ils croient que notre âme continue, donc qu'on va au ciel ou Oui. qu'on devient un ange. Donc, la majorité a encore cette espérance-là, cette foi-là, si tu veux. Ils ne croient plus dans la structure nécessairement de l'Église, mais la majorité ont encore cette espèce de sentiment-là qu'il y a On quelque ce chose. sentiment qu'il y a une suite. Un désir d'avoir cet espoir. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont athées, mais je te dirais, dans
pratico-pratique, là, au quotidien de ce que je vois, la majorité ont encore une espèce de spiritualité ou une ouverture à la Ouais. possibilité Ouais. d'autres choses. Oui. Ouais, je veux Parce dire. que j'ose te poser la question parce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, j'imagine, tu me corrigeras si je me trompe, mais souvent les volontés qui souhaitent être en quelque sorte répondues, c'est j'aimerais que vous honoriez ma vie beaucoup plus qu'à Exactement. d'avoir une tristesse immense pour mon départ ou ma mort. Puis moi, j'ai vu souvent, si je fais référence, parce qu'on brainstormait, toi et moi, vendredi soir, lorsqu'on est revenu après notre balado, puis on s'est dit dimanche de quoi on parle. Puis on s'est dit, bon, on va avoir l'audace de parler de ce sujet-là. Puis on se disait, il faudrait peut-être voir, est-ce qu'il y a des expériences concrètes personnelles qu'on aura vécues. Moi, je peux en parler, je vais y aller en ordre progressif, mais le décès de ma grand-maman Francoeur, ben, sa volonté, elle, c'était qu'on célèbre sa vie. Puis, c'est sûr que c'est plus. On replacera dans le contexte. C'est sûr que l'injustice de voir partir quelqu'un abruptement lorsqu'il avait tout l'avenir ou elle avait tout l'avenir devant elle, ben c'est certain que ça crève le cœur. C'est certain que lorsque le temps fait ses choses, puis qu'on sait que la personne aura vécu une belle vie, puis elle est à un âge vénérable, ben souvent tu te dis, mon Dieu, j'ai la gratitude de voir qu'elle nous aura quittés dans des belles conditions plutôt que dans la souffrance. Puis on veut, au-delà de l'amour qu'on porte à quelqu'un, puis la tristesse de son départ, puis de son absence dans le sens physique, de ne plus pouvoir la côtoyer physiquement, bien qu'on peut la ressentir, en tout cas. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que je vois de plus en plus où on souhaite, où les gens souhaitent, dans leur désir de fin de vie, qu'on honore la vie. Soyez heureux de ce que j'aurai. Rappelez-vous, remémorez-vous des bons souvenirs. Moi, grand-maman, on s'était rejoint toute la famille, puis il y avait une salle qui avait été louée, puis dans la famille maternelle, nombreux sont celles et ceux qui jouent de la musique, puis on a chanté les chansons, on a honoré grand-maman parce qu'elle a toujours fait ça de toute sa vie, de vouloir rassembler la famille autour de la musique, autour d'une bonne table, autour des rires, bon, etc. Puis tu vois, ben c'est comme ça qu'on a décidé. Oui, il y a eu l'étape des funérailles auparavant. Je me souviens d'avoir porté son cercueil avec mes autres cousins. Mais Ça voilà. fait partie de la vie. Oui, Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est vraiment ça, c'est le cycle. Oui. Puis on le sait tous. c'est The Circle of Life, comme Oui. chantait Elton John. Ben oui. Puis ça me fait penser à une émission, Félix et moi, il y a peut-être 2-3 ans de ça, on écoutait une émission québécoise qui s'appelle En tout cas, je ne sais pas si ça roule encore, mais dans cet épisode-là, il y a une grand-maman et puis, bon, de fil en aiguille, elle meurt d'une chute de lama. OK. C'est très drôle, en tout cas. Mais c'est triste, mais c'est drôle. Là. Non, mais en tout cas, c'est ça. C'était plutôt humoristique, cette C'était émission-là très de mémoire. humoristique, Oui. c'est ça. Et là, bon, tout le monde disait, ben oui, au moins, elle est morte en faisant quelque chose qu'elle aime, puis blablabla. Mais tout ceci pour dire que la petite fille de cette dame qui est décédée aux funérailles, elle organisait avec sa mère, puis sa mère ne voulait pas parler parce qu'elle était trop gênée, puis blablabla. Puis finalement, elle a décidé de parler pareil. Et quand elle s'est rendue en avant, c'était super solennel dans le salon, et là, tout le monde s'attendait à son speech, et là, elle lève les yeux, et elle se met à chanter « Guantanamera, voy a ir a Guantanamera ». Puis là, sa fille est comme « Oh my God ». Mais tout le monde se met à chanter. Et c'est exactement ce que tu Ben, dis. c'est exactement ça. Tu sais, et on le nomme souvent. Bien, cette personne-là aurait voulu qu'on fête. Oui. Hier, je te l'exprimais, j'ai vu par hasard total sur un fil Facebook ou Instagram, justement, des funérailles où la famille qui allait chercher l'urne en avant dans le salon le faisait en dansant du country, là, de la danse en ligne. Oui, Bon, wow. je sais pas c'est où la ligne, mais c'était pour honorer cette personne-là qui aimait la danse country. Donc, les traditions aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus ouvertes à aller rajouter du nôtre dedans. Oui. Ça, vraiment, ça a été beaucoup démontré. On veut vraiment personnaliser. Il y a même beaucoup de nouvelles entreprises qui ont été créées pour personnaliser nos rituels funéraires. Oui. Que ce soit planter une urne qui va devenir un arbre, que ce soit de le faire dans un parc, que ce soit de le faire
quasiment emmener tes cendres dans l'espace, je pense que c'est possible. Même aujourd'hui, ça Non, sonne drôle. Là, oui, non, je comprends. Donc, il y a vraiment des belles entreprises qui offrent des services d'accompagnement pour honorer les gens. Ceci dit, c'est important de mentionner que même si on veut que ce soit festif, le processus de deuil est important à reconnaître. Oui, Fait il y a que les même différentes si nous, étapes Ben oui, d'acceptation. puis même si on a vu quelqu'un qui était extrêmement malade, qui est décédé, qu'on sait qu'il est libéré de cette souffrance-là et notre croyance fait qu'on sent qu'il est bien, c'est normal de vivre toutes les étapes du deuil parce que c'est quand même quelque chose qui se Absolument. termine. Puis Oui. on le vit à toutes sortes de différents niveaux plus petits aussi. Quand on a une plante qui meurt, on est démonté parce que Oui, la plante oui, est morte. oui, Quand oui. notre animal de compagnie Absolument. meurt. Puis on ne peut pas ouais. dénigrer souvent. C'est drôle que tu parles d'animal de compagnie parce que pour certains, puis pour avoir des animaux de compagnie, faut comprendre pour en avoir des animaux de compagnie à quel point ça devient un membre de la famille. Oui. Puis pour certains, ça démolit parce que surtout pour celles et ceux qui, c'est leur seul complice. C'est leur Oui. seule présence dans leur vie. Puis de souvent, ils voir, ont été là longtemps. oui, de voir partir leur compagnon à quatre pattes, poilu. Mais c'est sûr que pour eux, ça l'a. Oui, puis on peut pas, il n'y a pas de jugement derrière ça parce que la façon que les gens le vivent en quelque sorte, font cette acceptation-là, mais c'est propre à chacun. Absolument. Moi, je connais des gens qui, tu sais, qu'après quelques mois, ça a passé, puis ça va mieux, puis c'est correct. Puis il y en a d'autres. Une amie, justement, qui écrivait cette semaine, ou la semaine passée, je pense, que ça fait 1 an que son chat est décédé, puis elle s'en est pas remis encore. Puis encore, c'est sans jugement. Tu sais, c'est une fille qui habite seule. Elle habite seule avec son animal de compagnie depuis des années. Fait que c'est sûr que pour elle, c'est pas comme s'il habitait 12 dans la famille puis qu'elle avait 15 poissons rouges puis 25 chats. Là. Ils sont tout seuls ensemble depuis combien d'années? Donc, le lien était important pour elle aussi. Je comprends. Puis, ceci dit, ça se peut aussi que tu sois super triste quand ton poisson rouge, ça fait 2 semaines que tu l'as puis qu'il meurt. Parce que c'est pas toujours nécessairement la personne telle qu'elle. Souvent, oui, mais c'est pas toujours ça. Des fois, ça rappelle autre chose ou ça ramène autre chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est important quand on voit quelqu'un ça ramène qui dans réagit. l'émotion. Oui, c'est exactement. Exactement. De reconnaître que cette émotion-là, elle est là. C'est important de la traiter. C'est démontré dans les études que plus de 15 des problèmes de santé mentale sont reliés, de santé mentale et de maladie mentale, pas juste de santé mentale, de maladie mentale, sont reliés à un deuil qui n'a pas été vécu. Ah, OK. 15 c'est énorme. Oui. C'est énorme. Ben, on essaie de repousser sous le tapis, repousser la poussière sous le tapis, puis être dans l'aveuglement, mais c'est vrai qu'effectivement... Oui. Donc, tu vois, ces fêtes-là, comme la fête des morts, El Día de los Muertos, ça a tout son sens. Ça a tout son sens et son essence, oui. On accorde à ce passage-là une valeur, on accorde à nos émotions une valeur, on accorde aux gens Là, je qui me sont souviens, passés. parce que comme on dit, Oui. le fait de, on le dit tout le temps, le fait de savoir d'où on vient nous permet de mieux comprendre où on s'en va. Oui. Tu sais, dans le film, je mentionnais tantôt, là, Coco, il y a la fameuse chanson « Ne m'oublie pas ». Je ne pourrais pas vous la chanter, ça fait trop longtemps que j'ai entendu le film, mais c'est vraiment ça, là, la personne décédée, tu sais, « Ne m'oublie pas ». C'est vrai. Cette personne-là nous a laissé, puis c'est toujours ma partie préférée quand on fait des accompagnements, mais c'est quand on est rendu à parler de ce qu'on appelle l'héritage. Tu sais, l'héritage, on associe ça tout de suite avec au l'argent yes, ou les crash, biens. le cash. Oui, non, c'est ça. Non, mais c'est ça, je comprends ce que tu disais. Mais l'héritage, c'est même jusqu'à inné dans nos cellules, parfois. Ouais. Tu sais, combien de fois, moi, je connais quelqu'un que son père est décédé quand il est né, ou à peu près, là, il était bébé, là. Il l'a jamais vu. Et à ce jour, moi, j'ai pas connu son père, fait que je pourrais pas te dire, mais j'ai plein de gens autour de moi qui capotent, là. Il marche pareil, il parle pareil. Il paraît qu'il y a des expressions faciales que son père avait, mais pourtant, il l'a pas connu, là. Ouais. C'est jusqu'à génétique, parfois. Oui, fondamentalement génétique. Donc, ben oui. l'héritage peut être génétique, mais ça peut être aussi un choix que nous, on fait. Par exemple, moi, j'ai une amie qui est décédée, une amie très proche à moi, et puis elle adorait les chats. Elle adorait les chats, c'était un running gag entre nous. Donc, pour moi, l'héritage que j'ai décidé de conserver d'elle, bien, j'aimais déjà les chats, fait que ça aide, là. Mais à chaque fois que je vois un chat, je parle à mon ami. Donc, c'est un lien qu'on s'est créé. Pour moi, l'héritage demeure à travers l'animal. Tu sais, c'est un peu poussé, là, mon affaire, mais l'héritage peut être n'importe quoi. Vous appréciez quelqu'un. J'ai perdu un ami récemment, tu le sais, ça fait à peine un mois. Et je regardais les photos Facebook puis les trucs que j'ai de lui. Et puis, je me suis rappelé à quel point il adorait grimper des monts. Et à quel point j'adore grimper des monts. Je n'ai pas monté une montagne depuis, ça doit faire presque 10 ans. Là.
Alors, pour moi, j'ai choisi que l'héritage que je voulais retirer de lui, un des héritages, parce qu'il y en a plein, là, mais c'est que je veux recommencer à monter la montagne. Donc, voyez-vous, l'héritage, c'est oui. qu'est-ce qu'on décide, cette vie-là, comment je vais l'honorer? Qu'est-ce que Oui, je c'est vais ça. poursuivre? Parce Oui, que ça ne s'arrête pas, c'est pas tout qui arrête au moment où le absolument. décès arrive. Ben moi, c'est drôle parce que 2023 aura été le 10e anniversaire du décès de mon papa. Puis j'aurais eu le grand honneur, puis on en parle, je te l'ai déjà partagé, mais j'aurais, dans les grands moments de ma vie, ça aura été de pouvoir être présent à la naissance de mes 2 enfants. Puis je le dis souvent dans l'émotion, puis dans le ressenti, puis dans l'intensité, d'accompagner dans la naissance et je dirais à l'inverse, d'accompagner au départ et au décès est aussi intense que d'accompagner dans l'arrivée de la vie. Puis la seule différence, j'ai toujours, tu te sens dans une euphorie, tu te sens, tu es complètement, t'es complètement sorti. C'est comme si tu étais dans un no man's land, OK? Tu es complètement déconnecté de la réalité. La seule différence, c'est qu'avec un nouvel enfant, que tu accompagnes parce qu'il revient avec toi, bien là, c'est que tu laisses derrière. Donc, tu reviens avec rien. Bien, tu reviens avec rien de physique, Oh ce oui. que je veux dire. On s'entend. Mais je suis capable d'affirmer aisément que ça aurait été dans un des moments d'avoir eu la grâce et la possibilité d'accompagner. Ça a été un cadeau immense, véritablement. Puis je peux comprendre les gens qui... ben, tu sais, toi-même, on est allé visiter même les soins palliatifs tout près Oui. d'ici, à Hudson. Puis s'il y a une action humanitaire que je trouve qui est tellement belle, c'est l'accompagnement des derniers moments en soins palliatifs parce que on l'ignore, mais à quel point il y a beaucoup de gens qui quittent seuls, hein, Oui. Puis, tu sais, tu dans disais la solitude. tu me posais la question tantôt, est-ce que les gens ont peur de la mort? Puis je reviens un peu sur ma réponse, mais euh, dans ce sens-là, oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, quand ils apprennent ce que je fais comme travail, parce que je suis accompagnatrice en anxiété, mais aussi en deuil auprès des enfants, puis il y en a plein qui ils sont bouche bée, puis ils se disent, mais ça doit être tellement dur, puis oui, hein, ça l'est, mais au-delà de ça, c'est beau. Puis les gens ont souvent, pas que c'est peur, mais il y a un malaise. Tu sais, on ne sait pas quoi dire, on a peur de dire quelque chose qui n'est pas correct ou quoi que ce soit. Donc, il existe ce malaise-là, même pour accompagner quelqu'un qui est dans ses derniers moments. Mais comme tu dis, ce moment-là, c'est précieux. On a vraiment un sentiment qu'on ne peut pas expliquer autrement. Tu sais, tantôt, parler comme l'espèce de voile entre les deux mondes Oui, et et mince. mince. C'est comme si Oui, on le ressent. oui. Il y a vraiment une autre... Je ne sais pas si c'est parce que notre esprit est plus dans la réalité, dans les choses qui sont les plus importantes, peut-être. Oui, Mais c'est absolument. vraiment précieux comme moment. Je sais que ça sonne un peu étrange, ésotérique, mon affaire, mais c'est vraiment précieux. C'est les vraies choses. Oui. Tu sais, il n'y a pas de place à l'artifice à ce moment-là. Non, non, non. À ce moment-là, c'est les vraies choses qui se disent, c'est les vrais partages, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées. C'est la vraie vérité qui ressort souvent. Je pense C'est qu'effectivement, magnifique. pour beaucoup, tu me corrigeras, mais surtout auprès des personnes âgées, je crois que la plus grande crainte, c'est de partir seul, Ben oui. partir vers l'inconnu, mais seul, tu sais, puis de se faire tenir la main, puis dire, écoute, je suis là, aie confiance, puis laisse-toi aller. Mais, my God, mais je suis convaincu qu'il y a tout un travail de préparation derrière ça, mais tu dois sortir de là tellement grandi dans l'accompagnement, parce que de le faire pour un proche, oui, c'est une chose, mais d'avoir la grandeur d'âme, de dire, moi, c'est ce que je fais comme implication bénévole, d'aller m'impliquer pour les derniers moments, les dernières minutes de présence dans cette incarnation-là, pour cet être-là. C'est un cadeau immense que tu fais, là. Oui, j'en ai aucun doute. C'est vraiment un don de soi parce que c'est des grands moments. Puis c'est justement, comme tu le disais, c'est pas tout le monde qui a quelqu'un à ses côtés. Pas nécessairement par volonté non plus. Hein. Ça peut être parce qu'on ne décide pas, je vais mourir à 15h53, il faut que tu sois là. Tu sais, des fois, la famille n'a pas le temps de se rendre. Donc, les gens qui sont au chevet de ces gens-là, c'est des grands moments. Absolument. Même là, on parle des endroits précisément pour ça, mais ça se vit beaucoup aussi dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Moi, j'ai Oui, des oui, amis qui sont absolument. préposés, qui ont accueilli, qui étaient là pour des gens qui ont Ben oui, des qui fois, sont décédés. ben oui, Donc, les gens, écoute, ils partent
prématurément ou il y aurait eu une espérance de... Puis c'est drôle, on fait référence justement à une belle pensée, je n'irai pas dans le détail, mais on parle justement de le mois de sensibilisation par rapport aux maladies au niveau de la santé masculine. Puis c'est drôle qu'on fasse référence à ça, Movember, puis je vais encore une fois encourager notre belle communauté à adhérer à ce beau mouvement-là, parce que c'est drôle, j'étais avec un collaborateur justement hier qui me racontait qu'ils ont appris une très mauvaise nouvelle dans les dernières journées, que leur papa, pas très vieux non plus, mais qui avait eu des problématiques au niveau de la prostate, mais que là maintenant a une récidive pour un cancer qui est virulent, stade 4, puis que sa durée, ou en tout cas son espérance de vie est très peu rassurante. Puis effectivement, c'est toujours un peu difficile de trouver les bons mots pour ça, dire, ben écoute, je t'envoie ma lumière, je t'envoie mes meilleures énergies, puis mes meilleures pensées pour t'accompagner. Puis là, toute la famille est là auprès puis souvent, ce qui est vraiment particulier de ça, il me racontait à quel point son papa était quelqu'un de dynamique, puis d'actif, puis etc. Puis le fait avoir le sentiment d'avoir perdu cette bataille-là ou que cette mauvaise nouvelle-là. Tu sais, quand on parle de foi, que la foi fait fait surmonter n'importe quelle montagne, à partir du moment que tu sens que tu es perdu, souvent c'est là que tu vas lâcher prise. Puis il dit, écoute, c'est flagrant, autant où c'était quelqu'un de dynamique, autant que là, il se trouve à se replier sur lui-même, puis il se fait un peu... en quelque sorte, il se fait à l'idée, puis, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça aussi, c'est une sorte de processus d'acceptation, de deuil aussi. oui. Parce que le deuil, on pense souvent que c'est seulement lorsque quelqu'un extérieur de nous qui décède, mais c'est la fin de toute chose. On peut faire un deuil d'une famille qui s'est éclatée, on peut faire un deuil d'un animal de compagnie, on peut faire un deuil d'un changement d'école pour un enfant. Oui. Ça peut être dramatique pour un enfant. Donc, c'est pas Absolument. le même type de deuil, mais ça se vit sensiblement d'une façon similaire. Donc, c'est pour la personne qui a elle-même un diagnostic de fin de vie proche, bien, c'est un grand deuil aussi. Là. Je lisais des textes. Il y a encore hier, là, j'aurais pas la chance d'avoir des enfants, j'aurais pas la chance de ci, j'aurais pas la chance de ça. Donc, c'est un processus. Il y en a plusieurs qui l'acceptent puis qui finissent par comme, dire, bien, je vais vivre ça. Ils font le choix de vivre. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de difficultés à l'accepter, puis c'est tout à fait normal aussi. C'est des processus. C'est drôle parce que lorsqu'on faisait référence justement à ce sujet-là, à ce thème-là, le temps que tu regardais justement un peu l'historique, puis que tu allais chercher un peu les détails par rapport à ce qui se passe justement au Mexique, puis l'histoire derrière ces grandes célébrations-là. Moi, je me posais la question, c'est quoi les grandes chansons qui peuvent avoir été influentes et qui, pour moi, me touchent? Moi, évidemment, c'est sûr que lorsqu'on a eu le décès de papa, ou en tout cas dans les funérailles, moi, ce qui me touche véritablement, c'est le Ave Maria, véritablement. Je ris parce que tantôt, François cherchait la chanson, puis moi, dans ma tête, je sortais toutes sortes de chansons. Je dis, ben c'est pas l'Ave Maria quand même. Puis, oui, c'est ça! Ben oui. Moi, c'est sûr qu'il y a Ave Maria, mais il y a Alléluia de Leonard Cohen. Ça, c'est clairement, je veux dire, ça trempe dedans. Il y a Si Dieu existe de Dubois. Si fragile de La Rochelière. Écoute, Jean-Pierre Ferland, un peu plus haut, un peu plus loin. My God, tellement. Mais une de mes chansons, écoute, puis ça pour moi, ben écoute, dans la chanson qui pourrait être, en tout cas plus populaire ou un de mes grands coups de cœur récents, ils ont honoré la carrière au Gershwin Theatre de Washington, la carrière d'Elton John puis Bernie Taupin. Puis une des grandes chansons qui aurait été composée par ces deux créateurs-là, incroyable, sur l'album Goodbye Yellow Brick Road en 1973, plus de 50 ans. Écoute, je trouve que c'est un ode, c'est pratiquement comme, c'est Funeral for a Friend, puis Love Lies Bleeding. Puis Funeral for a Friend, ce que je me souviens comme histoire qui avait été traduite vers ça, c'est pratiquement comme un ode. C'est un peu en quelque sorte, je pense que c'est ce qui avait été joué d'ailleurs, la cérémonie d'un ami qui avait perdu un grand ami à ce moment-là, puis c'est là qu'il lui était venu. Puis cette première portion-là, dans la composition de cette chanson-là, elle est que musicale. C'est magnifique. Oui, écoute, puis lorsque c'est interprété par un orchestre symphonique, lorsque
Elton John le fait en spectacle, c'est toujours tellement touchant d'entendre les strings, d'entendre les cuivres, d'entendre les percussions derrière ça. Tout ça, c'est comme si c'était un cycle, le cycle de la vie. Puis je pense que de la façon qu'il l'avait écrit, si je ne m'abuse, c'est qu'il voulait démontrer, puis tu l'écoutes, c'est en quelque sorte l'évolution de la vie de cet ami-là qui a perdu jusqu'au moment où là, il tombe dans un moment où c'est une accalmie, puis là, c'est l'acceptation, puis c'est le départ de cet ami-là. Mais une des belles reprises, c'est justement au Gershwin, c'est Metallica qui l'a repris. C'est Incroyable. C'est vraiment bon. Oh oui, parce qu'ils n'ont aucun piano dans leur reprise. On sait que c'est James Kirk qui joue la guitare, puis avec Lars, puis Trujillo qui est à la basse. Mais écoute... Bro. Oui, ton bro. Oui, mais écoute, quand Kirk, il rejoue, puis on va le mettre dans le lien parce que c'est un chef-d'œuvre. Ils ont eu Metallica, une ovation. Elton John, il n'en revenait pas, il était pratiquement debout sur sa chaise quand il a entendu cette prestation-là de James P. Kirk. Honnêtement, là, c'était magistral. Il se donnait à fond. Magistral. Mais puis il y a November Rain aussi. Ben oui, de Guns N' Roses. Écoute, dans les années 80-90, on voyait... Il y a un côté où certains artistes, justement, surtout dans le rock aussi, parce que, tu sais, le rock, c'est en quelque sorte l'émotion, c'est l'amour, c'est la perte un peu aussi, etc. Mais... Il y aura eu des belles chansons, là on en oublie plein, là, mais écoute... On peut pas toutes les nommer Non, c'est ça. Mais il y a d'ailleurs, de toute façon, une liste, on n'a pas besoin d'aller très, très loin sur Internet, puis d'aller voir les 100 chansons qui sont les plus populaires lors de funérailles, puis on a de belles surprises à travers cette liste-là. Là, on parle d'artistes. Et oui. Je m'étais promis que souvent, tu demandes des coups de cœur. Oui, vas-y. Et moi, j'ai une grande artiste coup de cœur. En fait, souvent, je vais nommer mes mentors, des gens qui m'inspirent dans mon art. Et elle, c'en est une qui est encore vivante parce que les autres sont décédés. Son nom d'artiste, c'est MP Gauthieron. Je le mettrai en ligne. C'est une artiste française. Elle est toute jeune, elle a 34 ans, mais c'est beau ce qu'elle fait. Et la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est que son art est inspiré justement du Dia de los Muertos. Donc, de tout ce qui est les calaveras, les Catarinas. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est toujours les espèces de squelettes colorés là, avec les petits points, vraiment beaucoup de détails, mais on ne peut pas se tromper. Là. On voit cette œuvre-là, puis on pense tout de suite à Dia de los Muertos. On ne peut pas se tromper du tout. Que ce soit des toiles... Non, il n'y a pas matière à interprétation. Zéro. Zéro. Que ce soit des toiles, souvent, elle va aussi acheter des jouets et elle va les repeindre avec ce style-là. Elle pourrait prendre justement les têtes pour les perruques. Là. Elle reprend toutes sortes de trucs. Elle fabrique aussi des grandes pièces en sculpture, mais sa marque de commerce, sa signature d'artiste, c'est vraiment ça, d'utiliser des couleurs vives. Souvent, ces pièces aussi sont faites avec la couleur qui brille dans le noir, donc phosphorescente. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une œuvre magnifique. On éteint les lumières et c'est une œuvre complètement différente, mais toujours dans le même style. Il y a beaucoup de détails. C'est très long, hein, son processus. Ce qui est intéressant, c'est que dans les réseaux sociaux, elle prend beaucoup de vidéos des processus des pièces. Donc, on voit vraiment le détail, l'énergie qu'elle met dans son travail. Je suis toujours émerveillée de voir la quantité de travail qu'elle peut faire, cette femme. Je capote. Donc, je vais mettre sa référence si vous voulez aller découvrir cette artiste française. Ça va être magnifique. Que j'adore. Wow. Elle peint, là, puis elle a son petit garçon. Je pense qu'elle est rendue avec 2 enfants, mais en tout cas, elle a souvent un de ses enfants sur ses genoux. Ah oui. Elle peint. Tu sais, elle continue à peindre. Je suis comme, t'es bonne. Elle est vraiment bonne. Incroyable. Mais il y a des gens tellement talentueux, puis on le dit, hein, on est des aimants et des amants, et des aimants dans tout le sens du terme, aimant parce qu'on aime, mais aimant à attirer vers nous, mais les artistes qui sont, quel que soit dans leurs univers, mais qui sont vrais, puis qui sont passionnés, ça amène tellement une inspiration, c'est tellement motivant. Ça amène tellement une belle lumière, puis c'est véritablement, c'est ça. Mais que tu sois, tu sais, en même temps,
quand tu es passionné de l'horticulture, quand tu es passionné de quel que soit absolument. de ton type de passion, t'inspires les gens parce que veux pas, en quelque sorte, tu rayonnes cette joie-là que c'est ça. C'est au-delà, ça ressort de toi, cette inspiration-là. Oui, une passion, c'est une énergie, puis Ouais. c'est comme contagieux un peu. Oui, une grande influence. Michel, il y a un bel événement, on va le répéter, il y a un bel événement à la bibliothèque ici de Pointe-des-Cascades. Mardi. Oui, mardi. Donc, on va vous donner Bibliothèque Adrienne de Montigny-Clément, donc la rencontre avec Michel-Maxime Legault, donc le 5 novembre à 19h, qui a écrit son livre Michelin. Donc, il pourra, artiste multidisciplinaire de grand talent, va pouvoir dans le fond, raconter son parcours. Je pense que ça va être un beau moment. Je vais essayer de prendre un moment, moi, pour aller le rencontrer, puis qu'il nous présente son œuvre, peut-être avoir une petite jasette avec lui, étant donné qu'on est juste à côté. Mais assurément, si j'ai la chance de pouvoir le croiser, je pourrais faire part de cette belle rencontre-là. Toi, je sais que tu as un événement, tu finis un petit peu plus tard mardi. Malheureusement. OK, mais j'irai probablement faire une petite saucette pour nous faire part de nous rappeler un peu, ou en tout cas nous faire part de cette rencontre-là qu'on aura eue exactement lors de cette journée-là. Ben Michel, je pense que, écoute, on faisait-tu si crédible de ça pour parler d'un sujet? Je pense que c'était un peu, en quelque sorte, pour... comment je pourrais dire ça? Donc, le fait, ça allégeait un peu dans l'intensité, je pense, du propos, le fait d'arborer certains éléments colorés ou en tout cas distinctifs qu'on portait aujourd'hui. Tu me fais penser, j'ai une cocotte qui me racontait à un moment donné qu'elle venait de perdre quelqu'un dans sa famille, puis les intervenants à l'école avaient été mis au courant, puis son professeur, un en particulier, à chaque période qu'elle avait en classe avec lui, allait juste la voir, dire comment ça va aujourd'hui, parfait, bon. Puis c'était quand c'était vendredi? Jeudi. Cet enseignant-là en question a fait la même chose. Est-ce que c'est correct? Il l'a pris à part parce qu'il voulait vraiment prendre le temps. Il y avait quelques minutes de plus que d'habitude. Et la petite cocotte, elle a exprimé, j'ai eu tellement de la misère à rester dans le sérieux. Puis, j'ai demandé à la personne qui racontait l'histoire pourquoi. Elle avait dit, tu sais, il était déguisé genre en saucisse, en hot dog, en ketchup, je ne sais pas trop. Okay. Elle dit, il me parlait de décès, mais il était habillé plutôt comique, là. Fait que... Oui, c'est ça, ta crédibilité prend... Je pense qu'on a l'air un petit peu plus crédible que oui, que absolument. Non, mais c'est parce qu'on l'a nommé, c'est parce qu'on s'est, en quelque sorte, vêtu pour être dans des vêtements qui apportaient en quelque sorte une belle lumière, puis d'être bien vêtu, etc. Ben oui. Puis, écoute, moi, c'est depuis tantôt, j'ai la chanson de Paul Simon, Call Me All. C'est Call Me All. Il va falloir que j'écoute ça, c'est parce qu'Al Pacino. Ah oui, okay. Ben c'est ça. Ah oui, excuse-moi, c'est parce que j'avais une bulle au cerveau. C'est ça. Depuis tantôt, probablement pour bien intégrer tout ce que tu nous as enseigné et instruit tantôt depuis tantôt. C'est un plaisir. Oui. Ben Michel, je pense qu'on se prépare pour une autre belle semaine qui s'en vient. Oui. On est encore une bonne voie pour préparer notre événement du 15 novembre prochain. On a bien hâte de rencontrer notre auditoire. On va faire donc prestation devant public. Ça va être super le fun. On est en train de développer certains outils, toi et moi, justement, pour recevoir des invités qui vont être à distance. Là, on est rendu là. Puis vendredi, on a un autre vendredi irrévérencieux. Ça va être trop hâte. Trop hâte. Mais merci de ta générosité, Michel. C'est un sujet qui était particulier, un sujet qui était matière à réflexion, puis introspection en quelque sorte, puis de prendre le moment de se poser. Puis l'occasion est parfaite justement de prendre un moment pour réfléchir à tout ça, puis être en gratitude. Mais écoute, je pense que ça va faire son chemin, ce que tu nous as enseigné, vraiment. Partager, oui, partager. Merci de ta belle présence, puis tu es magnifique avec... Merci, avec ma plume. Oui, t'es très... Je pense que je vais avoir une grosse marque. Oui, tu es très élégante dans Charleston. Il faudra que tu me fasses... si on pouvait avoir une caméra multiplan, tu pourrais nous faire quelques pas de Charleston. Tu m'en feras tantôt quand je te ferai un gin tonic à la maison. Talons, là.
mais bon. Ouais, ça va être plus difficile. Donc, ben Michel, merci énormément de ta présence encore à mes côtés aujourd'hui. J'espère que le contenu aura su vous toucher. Puis écoutez, courez à la librairie, cherchez l'œuvre. Il en reste 9 copies à Vaudreuil. Je suis resté surpris. On a fait un détour express au Renaud-Bré de Vaudreuil, pour ne pas le nommer. Puis écoute, il y en avait au moins 7, 8, 9 éditions. Donc, d'après moi, ça va... peut-être plus déjà. Là, ça va partir comme des petits ponchos, d'après moi. Oui, pas des petits pains chauds, des petits ponchos. Puis, c'est sûr que l'œuvre de Raoul... Mais c'est drôle parce que Raoul... je ne sais pas, là, mais lui, c'est réellement vrai qu'il est tout est dans tout, puis que tout est au bout, parce que tout le monde de qui j'entends parler, ils font référence. On entend plein de chansons ou plein de gens font référence à l'œuvre de Raoul actuellement. C'est planifié. Puis, écoute, la préface, Michel, parce que, dis-moi, c'est Monique Giroux. Oui, c'est la grande Monique Giroux. Le haut, c'est un CD, t'as vu? Oui, absolument. Oui. Donc, la préface du livre, c'est Monique Giroux, que j'adore, qui est tellement une bonne animatrice à Ici Musique également, qui fait les dimanches habituellement autour de 16h, 16 à 18h, Monique. Oui, elle reçoit, oui. Donc, on va juste avoir le temps de terminer ce balado-là, puis d'aller l'écouter avec beaucoup d'assiduité. Elle va sûrement nous parler de la disque ce soir, parce qu'elles sont toujours en thématique des événements qui se déroulent. Donc, Michel, merci beaucoup. Merci à vous, merci. On est en train de s'en faire dans nos paroles. Merci à vous d'avoir été présents ce beau dimanche et cette belle rencontre dominicale. Puis on a déjà hâte de vous retrouver. À bientôt. Bye bye.